Bonjour. Pour cette rentrée, je vous propose un cours un peu particulier. D'abord parce que c'est pas habituel, je vous montre ma tête après presque 2 mois de confinement, voilà. Et surtout parce que ce cours s'adresse à la fois aux secondes, mais aussi aux premières, aux terminales et même à un très large public. Je vais vous montrer une petite séquence vidéo dans laquelle il est question des tests sérologiques pour le Covid-19. Et à partir de celle-ci, on va essayer de comprendre ce qu'est la fiabilité d'un test de dépistage d'une maladie. On va aller assez vite regarder cette vidéo. Il s'agit d'un extrait du journal télévisé de France 2 du 28 avril 2020. Et dans cet extrait, on a le docteur Damien Mascret qui répond aux questions des internautes. Donc, je vous passe la vidéo et on parle de tout ça juste après. À tout de suite. Interrogation de ce téléspectateur de Boulogne-Billancourt. Quid de la fiabilité des tests sérologiques et quand seront-ils mis à disposition? Je rappelle que les tests sérologiques, c'est ceux qui sont censés dire si on a eu ou pas le coronavirus. Oui, alors ça c'est pour la théorie, parce qu'en réalité, un test sérologique avec une prise de sang, ça ne vous dit pas oui ou non, vous avez rencontré le virus. C'est un peu plus compliqué, ça va dépendre de la prévalence, c'est-à-dire de la circulation du virus dans la région où vous vous trouvez en fait. Et vous êtes en train de nous dire concrètement que la fiabilité des tests va dépendre de là où on habite? Comment c'est possible? Bah oui, même un test qui est fiable, enfin censé être fiable à 99%, et c'est ce qu'on nous promet aujourd'hui. Si vous êtes dans le nord de la France, si vous êtes dans l'Île-de-France, dans le Grand Est, à 90%, on va dire que si vous dit vous avez rencontré le virus, c'est exact. Par contre, quand vous êtes dans une région comme l'Ouest ou le Sud-Ouest, où on est plutôt à 2 ou 3% de prévalence de la maladie, si on vous dit tiens, vous avez rencontré le virus, une fois sur 3, on se trompe. Ouais. C'est pas très clair tout ça quand même. Parce que si j'ai bien entendu ce que je viens de voir, on me parle d'un test fiable à 99%. C'est-à-dire que dans 99% des cas, il me donne la bonne réponse. Mais on a des situations où si je fais le test et que par exemple je reçois un résultat positif, il y a une chance sur 3 pour qu'en fait je ne sois pas vraiment positif. Ça me paraît pas très clair tout ça. Pour essayer de comprendre ça, il va falloir travailler et réfléchir un petit peu. Et ouais, je suis désolé, il faut travailler un petit peu quand même. Cette problématique des tests de dépistage, elle est abordée dans les programmes de première et anciennement de terminale. Et normalement, donc, si vous êtes en classe de première, terminale ou même en études supérieures, vous avez dû suivre un cours de probabilité conditionnelle et vous avez pu aborder ce type de problème, la problématique des tests de dépistage et des faux positifs, par exemple. Moi, ce que je vous propose, c'est une autre façon d'aborder le problème, une autre façon que la théorie donc, des probabilités conditionnelles. Cette façon de voir les choses, je la dois à un excellent numéro de Pour la science. Et dans cet excellent numéro, un excellent article de deux chercheurs, donc Tiffany Morisseau de Straight Innovation et Nicolas Gauvrit de l'École pratique des hautes études de Paris. Et dans ce numéro, dans cet article, il nous propose une façon assez singulière de voir les choses. Nous, en tant que prof de maths, on voit bien, on la conçoit bien, cette manière de voir les choses, mais j'avais jamais pensé à la présenter de cette manière-là.
Donc, il s'agit d'aborder le problème à l'aide de ce qu'on appelle les fréquences naturelles. Alors, dans les résolutions de problèmes, je vous ai souvent parlé de certaines compétences mathématiques, en particulier des compétences modélisées et représentées. Et bien là, on va modéliser et représenter la situation d'une manière un peu particulière, et je vous avoue que je trouve ça particulièrement efficace. Donc on y va, et on va essayer de comprendre pourquoi avec mon test fiable à 99%, eh bien je ne suis pas sûr à 99% de la réponse de mon test. C'est parti? Allez, on y va pour l'explication. Donc, pour la modélisation, je considère un échantillon de 10 000 personnes prises au hasard dans une population pour laquelle on estime que 2% des individus ont été en contact avec le virus. Alors, pour la représentation, eh bien, je vais procéder de la manière suivante. Je vais utiliser un quadrillage dans lequel chaque carré représente une personne de mon échantillon. Et j'ai 2000 personnes. Et 2000 personnes, eh bien, ça ressemble à ça. Voilà, on va recadrer un petit peu. Et ça donne ça. Ok? Donc, j'ai un petit quadrillage. Et on va recentrer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai 10 000 carrés qui représentent 10 000 personnes. Et dans cette population, eh bien, il y a 2% des individus qui sont entrés en contact avec le virus et qui sont censés être testés positifs par mon test sérologique. Donc, 2% de la population en contact avec le virus, et bien sur 10 000 personnes, ça nous donne 0,02 fois 10 000 égale 200. 200 personnes ont été en contact avec le virus. C'est ce petit rectangle que vous voyez ici en bas à gauche de mon quadrillage. 200 personnes ont été en contact avec le virus, et donc 9800 personnes sur mes 10 000 n'ont pas été en contact avec le virus. Maintenant, chacune de ces 10 000 personnes, je fais subir le test, un test fiable à 99%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une personne qui a été effectivement en contact avec le virus, là, l'une de mes 200 personnes, eh bien, dans 99% des cas, on va avoir une réponse positive par le test. Ce qui nous donne 0,99 fois 200 égale 198. Sur ces 200 personnes qui ont été en contact avec le virus, 198 d'entre elles vont rendre un résultat positif au test. Maintenant, eh bien, parmi les 9800 autres qui n'ont pas été en contact avec le virus, eh bien, 99% d'entre elles vont avoir un résultat négatif, et donc 1% d'entre elles vont avoir un résultat positif au test. Eh bien, 1% de 9800, c'est 0,01 fois 9800, 98. Eh bien, parmi ces personnes qui n'ont jamais rencontré le virus, eh bien, on en a 98 ici qui vont rendre un résultat positif au test. Donc finalement, à l'issue de ma campagne de test sur cet échantillon de 10 000 personnes, on a combien de tests positifs? On en a 198 plus 98, 296. Donc sur ma campagne de test,
ce qui a hachuré en bleu ici, ce sont tous mes tests positifs. Alors, on pourrait faire le calcul, mais on a bien 99% de réponses conformes qui donnent la bonne réponse. Mais on voit déjà au niveau de ma représentation que si j'ai un test positif, c'est-à-dire que je suis dans la partie hachurée en bleu, eh bien la répartition de vrais positifs ici à gauche en marron et de faux positifs ici en blanc, eh ben, on n'a pas une répartition de 99%, 1%. On est plutôt de l'ordre du 2 tiers, 1 tiers. Alors, maintenant, en ce qui concerne la question qu'on se posait au départ, alors on a tous les résultats ici en bas, donc je peux effacer mes calculs. Voilà. Je fais un test et reçois un résultat positif. Quelle est la probabilité que je sois effectivement entré en contact avec le virus? Eh bien, on voit ici cette répartition d'environ 2 tiers, 1 tiers. On y va. Eh bien, il y a 198 ici vrais positifs parmi les 296 personnes qui ont été testées positifs. Et donc, 198 sur 296, c'est à peu près 0,67. Et donc, on peut conclure que si je reçois un test positif au test, eh bien, j'ai environ 67% de chance, soit 2 chances sur 3, d'être un vrai positif. Alors, ce qu'on a mis en évidence ici, c'est la distinction entre deux énoncés très différents, mais qu'on a souvent tendance à confondre, à mélanger si on ne fait pas attention. Donc, d'une part, une personne qui a rencontré le virus a 99% de chance d'être testée positive par le test. Et de l'autre côté, une personne qui est testée positive par le test a 67% de chance d'avoir été effectivement en contact avec le virus. Alors, maintenant, on va mettre une autre chose en évidence avec un deuxième exemple, c'est la dépendance des résultats du test vis-à-vis de la prévalence du virus, c'est-à-dire du taux d'infection dans la population. Allez, on y va. Alors maintenant, on va étudier la situation d'une population dans laquelle on estime que 30% des gens sont entrés en contact avec le virus. Donc, voilà notre condition. On choisit le même modèle que précédemment, c'est-à-dire qu'on modélise ça avec un échantillon de 10 000 personnes et 30% d'entre elles. Donc on calcule 30% de 10 000, c'est 3 000. Et voilà, 3 000 personnes sont entrées en contact avec le virus, c'est mon rectangle orange. Voilà, donc pour nos vrais positifs, donc 99% de ces 3 000 vont être testés positifs. Ça nous donne un calcul de 99% de 3 000, 2970. Donc sur la campagne de test, on va avoir 2970 tests positifs. Ça va être les vrais positifs. Maintenant, pour nos faux positifs, eh bien, on a 7000 personnes qui n'ont pas été en contact avec le virus. 1% d'entre elles vont être testées positives. On calcule 1% de 7000. Ça nous donne 70. Et voilà, donc 70 personnes sont des faux positifs. Et là, on fait notre calcul pour la conclusion. On a 2970 vrais positifs parmi 3040 positifs. 2970 plus 70, c'est les 3040 qui ont été testés positifs. Ça nous donne quelle proportion? Eh bien, environ de 0,98. Donc, là, dans cette situation, si je reçois un test positif,
j'ai environ 98% de chances d'être effectivement entré en contact avec le virus. Donc là, on a mis en évidence la dépendance des résultats par rapport à la prévalence de la maladie. Pour terminer, je vais vous montrer une autre représentation possible de ce modèle. Donc, le modèle, c'est choisir une population de 10 000 personnes, parmi lesquelles il y en a 3 000, 30%, qui ont été en contact avec le virus. C'est ça le modèle. Maintenant, le schéma qu'on a fait ici, c'est une représentation de ce modèle. On peut choisir sur ce même modèle une autre représentation, à l'aide d'un arbre, par exemple. Je vous le montre ici. J'ai 10 000 personnes testées, 30%, soit 3 000 ont rencontré le virus, 7 000 n'ont pas rencontré le virus. Parmi ces 3 000 qui ont rencontré le virus, 99% vont être testés positifs, et les 30 autres sont testés négatifs. Et pareil de l'autre côté. On va arriver au même résultat. Et on a 2970 vrais positifs parmi 2970 plus 70 positifs. On obtient le même calcul final. Donc c'est bien pour vous montrer qu'à partir d'un modèle, on a plusieurs représentations possibles. Pour revenir à cette représentation, ça n'est qu'un schéma. Là, je ne me suis pas soucié de faire des rectangles qui soient vraiment à l'échelle. Là, est-ce que ce rectangle orange représente bien 30% du grand rectangle blanc? Je ne m'en suis pas occupé. Ça n'est qu'un schéma. Voilà, donc c'est fini là pour les exemples et les explications. Maintenant, tout ça, ça pose un tas de questions. La première, à quoi ça sert? À quoi ça sert notre test si, pour pouvoir l'interpréter, on doit connaître a priori le pourcentage d'individus infectés ou étant entrés en contact avec le virus? En fait, on est capable, à partir des résultats des tests, donc par exemple, si sur une campagne de tests, on reçoit 30% de tests positifs, pour un test qui a une fiabilité de 99%, on est capable de retrouver le taux avoir une estimation du vrai taux d'infection dans la population. Donc ça, les élèves de première et terminale, vous êtes capables de répondre à une telle question en utilisant des arbres pondérés et les résultats que vous connaissez sur les probabilités conditionnelles. C'est un bon exercice. Autre question, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de test, par exemple quand il s'agit vraiment de dépister une maladie? Ici, quand on a un test qui est fiable à 99%, on a l'assurance quand même, à 99%, de ne pas passer à côté des malades. Donc on sait que dans tous nos tests positifs, on a attrapé des gens qui sont malades et d'autres qui ne sont pas malades, mais on a quand même, à partir du moment où une personne est malade, elle a quand même 99% de chances d'être prise en charge. Et c'est ça qui intéresse la communauté médicale. Et ensuite, toutes ces personnes testées positives, on peut envisager d'autres tests, des analyses plus poussées pour faire le tri entre les vrais positifs ou les vrais négatifs. Surtout si on a affaire à des maladies qui imposent des traitements qui sont lourds. Parce que le risque après, c'est que sur une maladie rare, par exemple, on va attraper, après les tests, beaucoup de personnes qui ne sont pas malades. On va avoir des faux positifs. Et il s'agit de ne pas leur donner des traitements qui va rendre malade quelqu'un qui n'était pas malade. Donc vous voyez, ça pose tout un tas de problématiques, ces histoires de tests. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Bien.
Maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc les élèves de seconde, vous vous appuierez sur ce dernier exemple là, qu'on a encore sous nos yeux pour traiter une situation. Hein. Ça va être par exemple quelle est la probabilité, si on reçoit un test positif, quelle est la probabilité d'avoir effectivement rencontré le virus si on est dans le cas d'une population où on estime que 5% des gens ont été en contact avec le virus. Pour des élèves de première ou terminale, votre travail, ce serait de faire le lien entre la représentation que je vous ai proposée ici, hein, le modèle, donc faire le lien avec ce que vous avez vu en cours, et où on avait plutôt tendance à modéliser ces situations à l'aide de probabilités, d'arbres pondérés ou de tableaux à double entrée. Voilà. Et éventuellement répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. À l'issue d'une campagne de test, par exemple 30% de tests positifs, donner une estimation de la prévalence du virus dans la population. Voilà. À bientôt, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.